Vidéo petit-déj. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils aimaient pas trop. Pourtant, ici, le café est super bon. Puis on va en reparler de pourquoi je viens là. Et de toute façon, je vais mettre une version podcast sur le Patreon, comme ça, pour forcer de me voir dans mes rituels. Mais il y a quand même quelque chose... Convivialité, c'est beaucoup dire, puisque, évidemment, vous ne le partagez pas. Mais c'est le moment qui est le mieux pour écrire. Le moment pour être le mieux avec toi, parce qu'il n'y a pas encore de temps qui s'est fabriqué. C'est le moment où tu es seul avec toi-même, donc tu peux parler à l'autre personne qui fait comme toi. En gros, c'est comme ça que je le reçois. Alors, je continue mes vidéos petit-déj. On sait qu'il y a une longue tradition sur YouTube. Dans le domaine anglophone, ils nomment le Q&A, c'est question-réponse. Mais l'expression Q&A est restée pour tout le monde, c'est pas très grave. Alors, dans le monde anglo-saxon, ils reçoivent sur leur téléphone, sur Instagram, sur Twitter, n'importe, des suites de défilés de questions. Et puis, évidemment, on choisit, on répond. Évidemment, c'est Casey Neistat qui avait le premier inauguré aussi les codes pour rendre ça un petit peu vivant. Alors moi, j'ai jamais réussi vraiment. J'ai toujours réessayé. Mais je pense que c'est question, le statut anonyme de la petite question, c'est pas... on est trop singulier, nous tous, chacun. Alors par contre, là, ça fait 2-3 fois que je reçois, alors celle-ci, elle bat les records. Un correspondant m'envoie une suite de réponses aux questions que moi, je posais déjà dans une vidéo. Alors, est-ce que ça se mord la queue, tout ça? Non, je pense qu'on est par un truc de spirale, et on est en ce moment dans une formalisation de tableau, ce que j'appelle chantier méthodologie pour la fabrique du livre, ou l'écriture, méthodologie d'une écriture, méthodologie de l'écriture du livre. Et ce chantier, on le mène sur la page Patreon, mais c'est aussi important que ça dialogue avec les deux chaînes. C'est-à-dire que je dise, ici, pourquoi je fais ça, et là, ce qui est chouette, c'est que, alors, il met ces questions par ordre alphabétique. 3, alors 1, moi aussi je réponds aux questions. 1, non. 2, non, oui, peut-être que si. Et puis ça y va. Sur l'écriture et l'oral, on va se les prendre par un. Puis à partir de la 3, il commence 3A, 3B, 3C, et il joue le jeu, il va jusqu'à la 3Z. Alors, est-ce que je fais une vidéo en répondant à 26 questions successives? Oh là là! Mais j'ai bien envie, quand même, qu'on joue ensemble. Donc, vidéo, petit-déj. Personnellement, dans l'écriture, je passe souvent à l'oral. Ce n'est même pas une option, il y a toujours une phase orale. Par contre, je ne suis pas sûr que ça m'intéresserait d'entendre votre phrase orale. Un podcast juste pour un podcast, non, ça ne m'intéresse pas, c'est sûr. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que tout de suite, on est dans le... c'est pas une option, il y a toujours une phase orale. Alors moi, est-ce qu'il m'arrive de lire mes textes à voix haute dans la phase d'écriture? Oui, l'autre jour, je l'ai fait sur 1 et en vidéo, donc en publication. Est-ce que je le fais pour moi? Non. Par contre, la formation à l'oral, y compris les trucs qu'on fait sur Baudelaire, mes lectures de Rabelais, et ça a commencé bien avant d'installer des lectures sur YouTube. Je crois que exercer en permanence comment je lis, pourquoi je lis, ce que j'aime, et le travail même du prononcé, du mâcher, de l'émission sur la phrase des autres, je crois que ça vise à quoi? C'est un fitness de l'oreille interne. C'est-à-dire, pourquoi je ne pratique pas l'oralisation, c'est-à-dire la lecture à voix haute de mes propres textes en cours d'écriture? C'est que par ce travail sur la phrase des autres, et ça j'en suis sûr, et ça fait des années, c'est que quand j'écris, c'est à l'oreille. Réponse ou pas, de toute façon, je veux aller vite. Alors, la question du podcast, pour le podcast, ça déborde. Moi, j'utilise pas tellement
les podcasts, quand je débraye, je vais me balader ou autre, mais c'est plus besoin de silence. Mais je sais bien l'usage que les gens font du podcast, je sais bien comment ça a explosé ces dernières années, je sais bien aussi comment, si je fais une mise en page, si je fais du petit boulot, comment des vidéos longues d'amis, je les écoute sur un onglet, mais je travaille sur d'autres onglets, donc j'utilise YouTube aussi en mode podcast. Alors c'était parti de l'idée que ce livre que j'ai commencé il y a pile 3 mois, est-ce que j'en propose comme ça une espèce de version audio qui continuerait, qui ferait une sorte de carte audio rentrée ici et là dans le livre. Mais ça me gamberge toujours plus à l'idée de carte, c'est-à-dire de spatialisation du podcast. C'est-à-dire tu dessines les trucs ou tu mets des index et sur cet index, hop là, tu as la voix qui te parle de cet endroit. Je suis pas encore mûr à lancer, mais en tout cas c'est ça que j'ai dans l'idée plus que et la question du podcast, elle est autre encore, c'est-à-dire quand tu écoutes, alors YouTube c'est bien, c'est qu'on a accès direct à la plateforme centrale. Podcast, il y en a sur Arte Radio, il y a ceux évidemment de la radio publique, France Culture. Mais si toi tu fais ton petit podcast dans ton coin, alors on a des outils, Encore FM qui redistribue sur Spotify, iTunes, mais là je le sens pas encore total. Alors que YouTube, ouais, on peut y aller direct dans le mainstream. Je ne voudrais pas que ça tourne en quelque chose qui vous contraindrait. Ne t'inquiète pas, ami. C'est ça qu'on partage, je pense même quand on a la caboche un peu dure, et c'est ce qui nous rapproche. Quand on fait du web, on s'occupe plus de la contrainte des autres. Alors, 3A, la publication éditeur, publication chez vous, pas de publication, de l'influence du projet de publication sur l'écriture. Ça, c'est directement ce dont je parlais dans cette première vidéo Patreon, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de me formaliser le livre comme projet de publication pour avancer dans l'écriture. Et que là, pour cette première fois de ma vie, alors j'ai le choix, c'est-à-dire soit je le publie dans ma toute petite boutique tiers-livre, alors évidemment c'est une minuscule diffusion, mais avec un très fort retour communautaire et un très fort partage, c'est-à-dire quelqu'un qui dans le domaine visuel, je ne demande pas à mes amis peintres, photographes de publier 5000 ou 10 000 ou 15 000. Non, c'est-à-dire une série de 10 ou 15, un tirage de 15 photographies numérotées, sans parler maintenant des cryptages là, dans la blockchain, la NFT. Peut-être que pour la littérature, il y a ça aussi. Est-ce que c'est embêtant de dire je le publie, mais je sais que ça fera 300, mais ces 300, ce sera dans un rapport communautaire fort, comme le sont déjà mes livres actuellement, tiers-livre éditeur. Et pas de publication du tout. Ben oui, je l'ai envisagé parce que dans l'écriture, là, en ce moment, de ce livre, le fait d'en tenir le journal régulièrement sur Patreon ou de faire déborder ces questions-là sur la chaîne principale, le parler du livre en cours devient finalement le travail aussi important que le livre. Dit comme ça, c'est peut-être pas juste, mais quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu travailles le journal d'un livre et se dire que tu supprimes, voire même tu effaces complètement le travail de livre, reste quoi? Reste cette coquille, l'empreinte, et que serait ce journal et ces questions. Et ça, ben oui, ça fait avancer la caboche. Donc là, de fait, cette réflexion sur tenir à distance, non, c'est pas quelque chose qu'a priori je me sens en ce moment d'envoyer à un éditeur commercial. Mais on verra, c'est pas la. Mais j'ai pas besoin de ça pour avancer mon écriture. 3B, la fascination d'écrire. Ben ouais. D'ailleurs, c'est pas une question. Et merci qu'on ait ça à partager. C'est-à-dire, est-ce que tu te poses la question? T'as pas besoin d'écrire le matin où tu te dis, tiens,
Normalement, là, je viens dans ce parking à cause de ça, espèce de moment extérieur. Je ne suis pas dans l'espace clos de la table de travail. Si j'ai pas la pression à écrire, j'écris pas. Par contre, si le désir ça recommence, ce truc, et puis là, par contre, à mesure que l'image se refait, tu te lèves le matin, tu dis non, ce matin, je m'en fous de ci, je m'en fous de ça. Là, ce matin, je prends 1 heure, 2 heures, mais ce moment, de toute façon, il est la liberté d'écrire au détriment de tout le reste. Et ça, est-ce que c'est une fascination ou est-ce que c'est souvent le soir vers 18-19 heures, là, ces heures intermédiaires, j'ai plus envie de pratiquer la musique. Et ça, personne n'en est témoin. Bon, je sais pas si c'est le mot fascination, mais cette pulsion à l'intérieur de soi, ouais, il faut y obéir. Et tout le travail, y compris d'accompagnement qu'on peut faire dans l'écriture, c'est accepter cette pulsion d'écrire, comme dit Maurice Blanchot, écrire est intransitif. Et ça, c'est 3 C. Les cafés, loin, proches, influence des proches, y retourner sans rien dire, y retourner, ne pas y retourner, les recontacter par web. Alors, ce livre que je fais s'appelle Bar, Bistrot, Resto, une autobiographie. C'est comme ça que ça m'est venu. Et je suis confronté, par exemple, telle brasserie parisienne, elle a reconstitué mentalement d'après les souvenirs, même si j'y suis allé souvent. Et là, pour cette brasserie, c'est l'idée de la reconstituer. Alors, évidemment, il y a se dire, bon, des fois, il m'arrive quand même d'aller à Paname, des fois, puis c'est 1 heure de train, donc tu peux y aller, tu peux rebigler aux fenêtres, par exemple, et tu l'auras, ta description beaucoup plus exacte. Et clairement, c'est se dire plutôt, non, tu travailles sur les bars ou tu travailles sur l'empreinte mémorielle en toi de ces lieux qui ont été pour toi, qui restent pour toi des lieux de l'écriture, un marqueur de ton aventure d'écriture. Et ça vaut aussi pour, on dit, les recontacter par le web. Bon, c'est des endroits qui sont loin. Par exemple, là, je vais travailler sur des endroits sur la côte de Californie, Stenson, un bistrot, s'est arrêté, etc., etc. Et évidemment, la mémoire, elle peut jouer, en confondre plusieurs ou en rajouter des... où tu ne te souviens pas forcément là de ce qu'il y avait précisément, la musique, par exemple, tu convoques l'idée, qu'est-ce qu'il y avait comme musique de fond là précisément, ou quel objet de décoration, et puis tu t'aperçois que ça rediffracte encore sur plusieurs restos, mais non, pareil, c'est vraiment... Oui, ce serait facile d'en faire un livre d'enquête. Si j'envoie un mail, probablement qu'ils m'enverront des photos. Et quelquefois, je travaille sur les photos qu'ils mettent sur leur site, mais j'aurais pas envie d'en faire une démarche. 3D, la mémoire. Et là, justement, j'étais déjà dans la mémoire, j'anticipais, mais je m'intéresse en ce moment aux travaux de Pérec et W. Quelle histoire de fiction, en parallèle des cafés, raconteriez-vous à la place du paradis sportif de W pour quand la mémoire est effacée? Et c'est cette question, 3D, merci, où là je me suis dit, là il faut que je m'en explique en vidéo. Souvenez-vous de W. C'est un projet très tardif de Pérec, peu avant sa mort. Maurice Nadeau, la quinzaine littéraire, il demande un feuilleton. Et Pérec se lance sur un souvenir d'adolescence, juste après la guerre, ou encore pendant la guerre, en tout cas dans cette période où il était dans ces établissements catholiques là, internes, il se fabriquait une île où tout était permis, mais une île basée sur la pratique du sport. Et évidemment, bien plus tard, à mesure qu'il revient sur cette idée d'adolescence, ses crobards, ses récits, ce qu'il découvre, c'est qu'il est en plein dans une image utopique, mais fabriquée par le monde à la botte des nazis. Et donc que cette île, elle se refabrique comme une prison, alors même que... Ça, c'est un schéma qui est aussi dans l'abbaye de Thélème, de Rabelais. Et à partir de ce moment-là, il recrée précisément
ces images d'adolescence. J'ai 3 souvenirs d'école, ou les films, ou les livres lus, ou les jouets, la petite voiture rouge, etc., etc. Le portrait de sa mère. Et on a cet immense livre qui est W, qui n'est pas une autobiographie, qui est comment on travaille vers l'autobiographie. Et puis au milieu reste, en italique, cette île comme une sorte de fil rouge. Et là, c'est ça. Est-ce que moi, ça m'aiderait d'avoir ça dans ce livre Bar, Bistrot, Resto, qui le couperait comme ça de l'étoilement de l'inventaire? Et non, j'ai pas cette pulsion. Alors la question elle est plus loin. Est-ce qu'il me reste de l'adolescence des fantasmes d'écriture de cette sorte qui répondraient à ce qui m'a fasciné certainement en lisant Edgar Poe? Et je trouve pas. Par contre, s'il y a un fil rouge et qui pourrait représenter comme ça cette quête, c'est justement ce qui renvoie avant, la fascination d'écrire. C'est-à-dire, est-ce que ton aventure d'écrire, les petits romans de 3 lignes que tu écrivais quand tu étais en 5e dans des vieux registres de comptabilité abandonnés dans le grenier, est-ce que c'est ça l'île qui fait qu'aujourd'hui tu es en train d'écrire la somme de ces bistrots où tu as sorti ton ordi pour écrire? Alors, ça reste ouvert, mais je trouve que c'est une question vachement intéressante, potentiellement aussi. C'est-à-dire, pour chacun, qu'est-ce que c'est l'île d'enfance qu'on cherche et qui donne cette espèce de trame sous-jacente linéaire au projet, même si de mon côté, j'en ai pas. 3E, la liste. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'au Z, hein, mais là, pour l'instant, je continue. Qu'est-ce qui fait l'ordre d'une liste? Alors, dans ce bouquin, j'en tiens le compte dans le journal que je fais. Au début, donc j'avais noté une 20aine de bistrots. Puis après, ça s'est multiplié, ça a atteint 100. Et puis j'ai commencé à écrire, et c'est dans le même fichier. Et ça, c'est question de routine, de comment tu développes un mode technique pour gérer l'accroissement de ton projet. Ça, c'est le chantier collectif qu'on va essayer de tenir là sur l'espace Patreon. Pour moi, ça a pris... là encore, c'est les questions là qu'on va aborder plus précisément. J'écris dans Word et à côté, j'ai un autre logiciel qui s'appelle Ulysses, et qui est un carnet. Alors, il n'y a pas de fonction d'enregistrement, mais on le trie comme on trie une base de données dans des emails. Et c'est là où c'est mon outil principal de notes. Mais à un moment donné, donc cette liste qui sur Ulysses se propageait puis continuait allait maintenant vers les 100, je l'ai intégré directement dans le fichier du livre. Et le livre, donc là maintenant je suis vers la page 240, 250, il y a une dizaine de pages à la fin qui sont la prolongation de la liste. Et la liste, à mesure qu'elle s'affine, à mesure qu'elle... tiens, et si ça... Et est-ce que tu te souviens que elle atteint maintenant les 280? Elle a passé les 280. C'est-à-dire, je suis à 95 lieux écrits, mais ce cercle en avant continue, lui, de se propager. Alors, cette liste, est-ce qu'elle a un ordre? Non, c'est-à-dire, quand il me revient un endroit, je regarde la liste, ah, ça, ce serait plutôt ici. Par affinité, par rupture, et donc, je l'insère, non pas en bout de la liste, mais dans le milieu de la liste. Puisque l'item de fin de la liste, c'est lieu que je me refuserais à insérer dans ce livre. Mais bon, tout ça, ça avance un peu. Il parle évidemment de Seishonagon, c'est-à-dire les notes de chevet de Seishonagon, c'est-à-dire ces 160 rouleaux de bambou. Ici, un rouleau qui s'appelle pont. Si elle se souvient d'un pont, elle rajoute dans pont choses qui me mettent en colère. Elle prend le rouleau qui s'appelle choses qui me mettent en colère et elle rajoute, etc. etc. Là, oui, évidemment, c'est un livre fondateur, structurant pour quiconque écrit. 3F, comparatif café Rolling Stones. Alors là, c'est... et merci pour la précision de la lecture. J'ai juste fait une allusion comme ça, que pour le livre Rolling Stone, la biographie, c'est un processus circulaire. C'est à un moment donné, tu arrives vers 85-86, tout ce qui se passe ensuite. Même si après, j'aurais bien voulu faire quelque chose de plus pour le cinquantenaire des Rolling Stones.
tout ce qui se passe ensuite a déjà été raconté auparavant, anticipé dans l'avancement. Donc la biographie s'est rejointe à elle-même, mais en tout cas, elle fonctionne linéairement. C'est-à-dire tu décris, tu le prends, moi j'ai pris à la formation du groupe, et puis de la formation du groupe, tu as le flashback vers les enfants, les apprentissages. Ça, pour moi, vraiment, c'est la question la plus importante. Qu'est-ce qui fait que tu deviens musicien, et qu'est-ce qui fait que parmi 200, 300 000, 2000, 3000 qui eux aussi ont ce même truc, ils se vendent 160 000 guitares cette année-là, qu'est-ce qui fait que ça devient Brian Jones, Keith Richards, etc. Mais il y a une linéarité. Et là, l'inventaire, bar, bistrot, resto, il progresse, mais avec des éléments que tu pourrais déplacer dans le livre comme un jeu de taquin. Mais je ne les déplace pas. Je les prends uniquement dans le désir d'écriture. Est-ce qu'il y a un rythme dans ces cafés de campagne, ville-voyage? Quelle est la respiration de tous ces établissements? Alors là, ça pourrait être vachard comme question, dire ton bouquin il marchera pas puisque tu peux interchanger les places. Alors évidemment, c'est terrorisant quand tu écris, c'est-à-dire tu es devant une immense mer, mais à la limite un type qui traverse l'Atlantique, pareil, un jour ressemble à un autre jour. J'avance, je les place, c'est par opposition, par affinité, par déplacement géographique, par réminiscence plus loin dans la mémoire, mais non, ça pourrait être le matin quand je commence, j'ai un vague regard sur la liste, tu vas plutôt vers celui-ci, tu vas plutôt vers celui-là. Et ça pourrait être repenser à Franz Kafka, c'est-à-dire quand il dit à Max Brod, non, je veux détruire les manuscrits du procès du château, parce que pour le procès du château, je connais le début, je connais la fin, je connais le chapitre central pour le procès, le rêve dans la cathédrale, mais les autres chapitres, on peut en intervertir l'ordre, et ça, du point de vue du roman, chez Dickens, c'est totalement inconcevable. Donc mes romans sont ratés. Alors que nous, précisément, c'est cette aporie de l'équivalence dans l'ordre linéaire des chapitres qui fait que le procès, le château nous hante de cette façon-là. Et puis, alors il pose cette question vacharde, et en même temps, après, il donne la bouée de secours. Est-ce qu'il y a un murmure, un bruissement des cafés? Et c'est beau. Et alors, moi, je transférerais. Est-ce qu'il y a un murmure, un bruissement de la mémoire? Est-ce que dans ce qu'on est, chacun à nous-mêmes, c'est de l'ordre d'un murmure ou d'un bruissement à l'intérieur de nous-mêmes qui ferait que dans ces temps gris, moroses, où le temps est un peu suspendu, est-ce qu'on a à aller réveiller, rechercher ce murmure, ce bruissement? Et là, je le remercie. On continue après. 3G, la vieillesse qui arrive. Alors là, bon, moi, c'était sur le temps de la plaisanterie. Mais c'est des modèles qui ne me sont pas indifférents pour autant. C'est les mémoires de Saint-Simon. C'est fait pour être déposé dans sa famille et consulté uniquement par les gens de sa famille. Ou le fils de son notaire, qui s'appelait Arouet, le futur Voltaire. C'est le grand modèle, évidemment, des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Est-ce qu'il a besoin de les publier de son vivant? Non. Quelle liberté ça lui donne d'exercer son écriture en disant que la publication sera posthume. Alors pour moi, j'avais plaisanté un petit peu de ça, parce que, bon, 68 ballets, mais je l'avais mis pour désamorcer, au contraire. C'est pas la question de dire est-ce que ça va durer 3 jours ou 5 ans, combien de temps tu seras capable de travailler. Et là, j'ai eu des deuils récemment. Joseph Pontus, 42 ans, emballé en 2 mois, ça nous travaille, toutes ces choses, évidemment. Ou le décès de ma mère avec ce très long Alzheimer. Et toi, là, dès que tu cherches un nom propre et que tu ne le retrouves pas, parce que tu es concentré là sur ce livre et pas sur d'autres chantiers, tu pourrais paniquer. Non, c'est se dire au contraire, waouh, cool. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça pourrait faire de se dire que ce gros boulot là qui est amorcé depuis 3 mois, s'il se continue pour 7, 8, 10 mois, je sais pas. Mais est-ce que la question de la publication est aussi décisive, plutôt que se dire ce truc restera dans mon disque dur, puis voilà. Et en attendant, il y a cette réflexion sur l'écriture qui, elle, m'importe considérablement.
Alors j'avais plaisanté de ça, sur l'idée que oui, ça me gênait pas de dire je travaille un texte qui fera partie de mes trucs posthumes en même temps que dans mes archives j'élimine des plus de choses, je rachète des livres d'occasion quand je les vois circuler pour... bon, ça m'appartient. Le grossissement de l'œuvre, ça aussi je le reçois très fraternellement. Au début, quand j'ai dit, tiens, autobiographie des objets, c'est un bouquin qui fait 250 pages. Mon Proust, il faisait dans les 300 pages. C'est-à-dire, au début, il y a une espèce d'inventaire qui se passe et tu dis, oh, t'es parti pour une architecture. Et il y a les livres que tu aimes bien tenir dans la main. Je savais que ce ne serait pas un projet mince, mais tu ne te poses pas la question de l'ampleur. Or là, la remarque que je faisais, c'est j'avance en permanence ce livre, mais à mesure que je l'avance, la liste augmente aussi. Ça veut dire que je suis toujours à peu près au tiers des possibles bistrots, alors pourtant que j'arrive à mes 240-250 pages. Alors, vers quoi est-ce que c'est un problème formellement de se dire je ne sais pas la taille de l'architecture finale quand j'avance là linéairement? Il reste qu'à un moment donné, le livre, là, je pourrais l'arrêter brusquement et puis dire, comme phrase, continuez avec les vôtres. Moi, j'en ai fait 95 des miens sur les 300 que j'ai retrouvés. C'est pas... C'est une question, c'est celle du format général. Et puis se dire aussi, et si le format, là, tout d'un coup, ça passe à 400, voire 500 pages, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai plein de gros livres comme ça dans les livres qui m'entourent. Et c'est d'autres formes de lecture. C'est un livre de 500 pages qui comporterait 140-150 bistrots, même sans aller aux 280 de la liste. Tu peux l'ouvrir à n'importe quel endroit, et de cet endroit rebondir sur un autre. Et ça, c'est des modes aussi de lecture ou d'appréhension du livre. Le côté non linéaire. Quand on consulte le web, quand on ouvre une page Wikipédia, c'est pas la première page ni la dernière, c'est on recompose nos modes de lecture depuis un point très précis qui se redisperse lui en cercle concentrique. C'est-à-dire que cette question-là du changement de la linéarité de la lecture, c'est un principe totalement essentiel aujourd'hui pour la composition des formes. Là, je crois que je suis dans un livre dont l'idée de forme ouverte, l'idée de forme qui s'équivaut partout, bon, mais ça renvoie aussi au Marel de Julio Cortázar, c'est pas forcément des choses nouvelles, je prétends pas à ça, mais c'est des choses qui interrogent en profondeur. Et là, alors le Vachard qui revient, mais en bonne amitié aussi, nouvelle source de vertige, point d'interrogation, absurdité de café, finalement tous pareils, point d'interrogation, ou le poids de la mémoire qui s'alourdit par le papier, mais reste léger dans la tête. Et là, les trois questions sont autant de réponses. C'est-à-dire, nouvelle source de vertige. J'ai pas cette sensation de vertige, sensation de labyrinthe, par contre, qu'à mesure que j'avance, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre. Et que la part onirique du texte général, ce serait justement ça. C'est-à-dire qu'à mesure que tu as fini un truc, tu peux partir vers un autre, circuler vers un autre. C'est pas angoissant, c'est onirique, c'est différent, c'est cette espèce de suspension du réel par le rêve. Absurdité de café, finalement, tous pareils, sont jamais pareils. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce que toi, tu venais faire ici? Tu arrives à Madison, Wisconsin, tu descends du bus, tu tombes dans ce bistrot, et puis il y a ça. Et ce bistrot, finalement, dans le plan de la ville, tu finis par le retrouver. Et simplement parce que toi, tu avais fait 3 photos, et dans le truc du bistrot, tu vas reconnaître que les chaises sont pareilles, et donc tu pourras être sûr. Alors que dans d'autres endroits, quand tu vas voir la version actuelle, par exemple à Providence, le café où j'allais tous les matins me foutre sur un tabouret devant la vitrine, avant d'aller pour 3 heures, 4 heures à la John Hay pour travailler sur les manuscrits de H.P. Lovecraft. Donc c'est un moment extrêmement important pour moi. Maintenant, c'est devenu un marchand de glace, il n'y a plus rien de pareil, ça n'existe plus. Donc, est-ce que précisément, c'est pas dans cette différence toujours rejouée que tu vas trouver ce pourquoi tu vas là, au contraire de Proust qui travaille sur la chambre, ou Pérec sur les lieux où il a dormi, c'est-à-dire la socialité d'un lieu, ou qu'est-ce qui nous retient la communauté précisément par
le partage de lieux où tu rentres pour un moment et un autre prendra ta place. Et que c'est précisément ça qui, depuis un an, alors qu'a priori on ne se serait jamais imaginé la possibilité même, se trouve suspendu. 3i, votre nouveau bureau dans votre voiture. Alors est-ce que c'est un nouveau bureau? Je crois que j'ai toujours utilisé la voiture un peu comme ça. D'ailleurs, même dans le texte, les bagnoles que j'avais à telle époque, l'usage que j'en faisais, ce qu'il y avait dedans, ça reste présent. Et simplement aussi le fait, je crois que toujours aussi dans les gros projets, il y a toujours eu ce moment de prendre l'ordi, emmener l'ordi avec soi, et se mettre, même si c'est à la maison, un coin de canapé, un coin de cuisine, mais s'éloigner de la table de travail, se mettre en position semi-allongée, ou c'est le cas aussi. Pourquoi bon, c'est comme ça, mais depuis 30 ans, les moments dans les gîtes, c'est-à-dire ces lieux là aussi intimes, c'est un gîte, tu y dors, tu y cuisines, mais une fois que tu auras fini ta semaine et rendu la clé, fait le ménage, ce sera d'autres qui vont venir. Ça a toujours été un moment pour moi privilégié pour l'écriture, de séparation, même si évidemment c'est avec les proches. C'est pas une question d'être solitaire ou de solitude pour le travail, c'est de détachement de l'instant travail. Alors ce détachement, c'est vrai que là, le hasard a fait que au moment où j'ai commencé ce bouquin, depuis 3 mois, venir sur ce parking-là, qui est un lieu de socialité ouverte, puisqu'il y a une espèce de grosse pâtisserie, mais tous ceux qui travaillent, enfin boulangerie, salade du midi, etc., mais tous ceux qui travaillent dans toutes les zones autour, ils passent. Donc cette socialité se reconstruit sur un lieu ouvert. Bon, c'est cette espèce de neutralité du lieu et le fait que t'as toi et ton ordi. Bon, après, c'est l'espace clos de la bagnole. Je pense que je serais mieux si c'était à une table dans le bistrot, mais c'est pas la question. Est-ce que les installations informatiques du bureau dérangent? Non, puisque le cœur de l'informatique, je l'amène avec moi. C'est même pas la question d'être connecté ou pas, puisque la connexion, finalement, avec la 4G du téléphone, il se clique automatiquement sur l'ordi. C'est pas ça. C'est, j'allais dire, le contexte ordinaire. Tu reviens au bureau, il y a les mails, il y a les factures, il y a les machins, il y a les trucs, il y a les trucs à rendre, il y a les... Là, le programme est plus ou moins fait sur « Ah, et t'as ça qui est en retard. » C'est plus ça, quoi, disons. Puis une question corporelle aussi. Bon, on n'ira pas jusqu'au 26, mais je continue quand même. Vidéo d'étape Patreon. Rôle de la réflexion, de la découverte d'autres espaces, juste en parlant. Ouais, la preuve. Il y a une griserie de ça. Est-ce qu'il faut s'absorber ou se laisser aller dans la griserie? Non, mais il y a une possibilité neuve qui est là, aussi parce que la séparation de l'espace social. Tu n'as plus les 2 jours en école d'art, ces 2 jours en école d'art, cette fonction sociale, elle était réactivée et exacerbée. C'est pas l'espace proche familial qui est si important, si déterminant. Mais c'est précisément cet espace-là qui est de comment la parole creuse l'espace de tes représentations littéraires. Alors là, idée, comme vous allez écrire le livre ailleurs que depuis votre bureau, faire ces vidéos également ailleurs. C'est-à-dire que mon parking, globalement, ça l'emmerde. Par exemple, en traversant un pont sur la Loire. La vidéo durerait l'aller-retour. Ou alors en faisant le tour d'un rond-point. Et il en faudrait plusieurs. Ou alors une vidéo d'étape clandestinement dans un café avec la complicité de la patronne ou du patron et vous iriez en prison ensuite, ce serait génial. Ça parle par soi-même. Mais je crois que je suis trop concentré maintenant quand je fais ces vidéos. J'en ai fait des vidéos ici. Tiens, tu vas à la poste, tu mets l'appareil et tu parles en allant à la poste. Mais bon, je veux plus jouer avec ces trucs-là. Sécurité d'abord. La contrainte d'écriture que chaque café, c'est en une phrase. C'est-à-dire que mon livre, c'est en permanence un lieu, une seule phrase, avec dedans le principe que Coltès, peut-être le premier à utiliser dans La Nuit juste avant les forêts, c'est-à-dire tu as des tirets, tu as des 2 points, tu as des parenthèses, mais il n'y a pas de point, il n'y a pas d'origine à la phrase. Il pleut, etc. Et puis au bout, tu as 3 points d'ouverture. Et il me dit, mais il y a des points-virgules. Non, le point-virgule, ce serait tricher. Le point-virgule, c'est une phrase dans la phrase. Donc je n'utilise pas le point-virgule. Par contre,
cette idée de phrase, donc il y a Coltès, c'est 21 ou 23 pages dactylographiées serrées, le bouquin en fait 50, la nuit juste avant les forêts. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup déclenché, c'est l'autoportrait d'Édouard Levé. C'est-à-dire la disjonction, le fait que d'une phrase à l'autre, tu n'aies aucune possibilité de créer une causalité, une temporalité, c'est ce qui protège son espace privé, alors même que la phrase qui définit l'autoportrait, pantalon en toile ou pantalon de velours, couleur des chaussures, ou des choses beaucoup plus intimes, ou est-ce que tu dors au milieu du lit ou sur un côté quand tu es dans une chambre d'hôtel, etc. etc. Et puis, mais les phrases d'Édouard Levé sont brèves. Et je reprends comme si je prenais le même dispositif, mais que si ma phrase fait 3 pages, 4 pages, c'est pas toujours le cas, eh ben tant pis, tu l'acceptes comme ça. Et j'avais dit là, dans la vidéo que c'était une espèce de trouille, c'est que à mesure que tu maîtrises mieux le dispositif, tu as l'impression que ça s'allonge chaque fois parce que tu captes beaucoup plus d'interférences, de nuances. Vous ne parlez jamais d'images, pourtant vous faites des photos. Pourquoi cette absence des images? Est-ce que les cafés sont un lieu sans images? Ça, oui, ça devient pas obsédant. Mais par exemple, là, je travaillais sur Toronto, et donc c'était le 26 février 2010. Mais quand je regarde mon Lightroom, c'est-à-dire le disque dur où j'ai 100 000 photos, c'est une journée où j'ai fait 25 photos. Pourtant, le souvenir, lui, il est extrêmement précis de tel bistrot, tel lieu. Et c'est pas ma mémoire photographique. Bah, en plus, c'est des photos qui peuvent être floues, parce que je n'avais pas ce matos-là, que c'était beaucoup trop discret, qu'on avait, oui, un petit téléphone portable Rogers, mais c'est pas ça qui faisait des photos. Donc, la documentation, j'avance dans une documentation personnelle qui remonte à avant les images. Inversement, quand je travaille sur des moments plus proches, ben, une image peut être plus importante. Mais est-ce que je faisais tel bistrot près de Montparnasse qui peut avoir un rôle important dans les rituels d'écriture? Ben, est-ce que jamais j'ai fait une photo à l'intérieur? Non. Est-ce que qu'est-ce que j'ai, à quoi j'ai accès? Ben, Google Street View et puis l'horloge des différents états de la rue, des façades. Ça, je m'en sers beaucoup. Mais ça remonte à quoi? Ça remonte à 2010-2012. Situé sur le Five Point Z, là, qui était à New York, là, à Long Island, à côté de ce Cart Square Diner. L'horloge de tes premières visites remonte à avant. Il vous vient des souvenirs de café nouveau? Ouais, c'est bon. La vidéo est déjà assez longue. Un jour, une vidéo où vous montrerez en train d'écrire la fameuse phrase du jour. Des fois, ça, j'y pense aussi. Alors, ça existe sur YouTube. Tu mets l'appareil et puis tu laisses tourner 1 heure, 2 heures, tout le temps de ta séance de travail. Alors, c'est bien parce que tu zappes, tu vois la personne, tu vois qu'est-ce qu'elle va chercher, son petit café, tu vois quel stylo, comment elle joue, ce qu'elle imprime, comment avance la phrase. Mais bon, j'ai jamais trouvé ça non plus très passionnant. Par contre, il y aurait des fantasmes là-dessous. Par exemple, puisqu'on a ces outils de streaming, mettre un streaming sur 10 heures qui serait ma table de travail, que j'y sois pas, qui serait en permanence. C'est par exemple ce qui nous fascinait autrefois quand on regardait ces fameuses webcams installées dans des lieux publics. La plupart du temps, il n'y a rien. Ou alors si c'est tel port sur la côte groenlandaise, j'aimais beaucoup ça. Ben, des fois, non, ça c'était en Écosse. Des fois la mer est basse, d'autres fois la mer est haute. Des fois c'est le matin, des fois le soir. Et, par exemple, s'il y a une webcam que je suis comme ça sur ma plage d'enfance à la Tranche-sur-Mer. Mais est-ce que ça a un intérêt plus qu'anecdotique? Vous semblez heureux d'un projet d'écriture long par rapport à une écriture blog sur un temps court. Oui, parce que quand j'ai écrit Autobiographie des objets, ça partait du blog. Le projet Proust est une fiction, c'était un défi.
tu as 100 jours, parce que c'est le centenaire de la publication de Swann, donc sur 100 jours, tu vas tenir un blog quotidien sur des points de Proust, et puis il va bien falloir que tu les trouves, les points d'accroche, les points que tu veux. Et puis là, c'était se dire, non, je repars dans un projet de livre qui ne s'écrit pas, ce qui s'écrit ce serait ça, ce serait le journal, mais pas l'idée de... Vous êtes allé aux États-Unis, au Canada, au Japon. Oui, parce que là aussi, est-ce que c'est une image du monde? Non, je suis jamais allé en Afrique, je suis jamais allé en Amérique du Sud. Et puis, c'est une trace très singulière. De quoi est faite la carte du monde? Elle est faite de tous nos trajets aux uns et aux autres. Elle est faite de la constitution comme ensemble de tous nos trajets singuliers. Donc, effectivement, pour moi, par exemple, les US prennent une grosse place dans ce livre, parce qu'ils sont aussi des interférences pour penser l'urbain. Là, par exemple, voitures sur parking, etc. Des figures de l'urbain qui, là-bas, sont beaucoup plus anciennes et structurantes, plus le déploiement d'échelle. Pareil quand tu travailles avec le Québec, c'est-à-dire on est dans le même espace linguistique, à peu près, mais la taille, la spatialité est démultipliée. La temporalité, l'histoire de cette temporalité est évidemment totalement distordue par rapport à notre vieille histoire ici. Qu'est-ce que ça change? Alors, est-ce que cette écriture est une traduction? C'est-à-dire, si je parle d'un bistrot US, est-ce que je traduis en langue française? Ben non, parce que c'est quoi qu'on cherche? Ben on cherche sa propre aventure d'écriture. Là, je suis à la 3V. J'ai l'impression qu'il y a des cafés où vous êtes allé plein de fois et d'autres une seule fois. Écrire les cafés où vous êtes allé plein de fois, comme si vous n'y étiez allé qu'une fois, et les cafés où vous n'êtes allé qu'une fois, comme si vous y étiez allé plein de fois. Et là, je crois, Hervé, qu'on est au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu écris toi pour toi enclenche que l'autre est déjà en train d'écrire pour lui, avec son truc à lui. Et là, je crois que c'est la vieille leçon de la littérature. Je crois que c'est ce qu'il y a de meilleur dans la littérature. D'ailleurs, après, il met 3 W. Tiens, encore W de Pérec. C'est un signe. Ah ouais, c'est ça qui se bouge de l'écriture par rapport à plusieurs centaines de cafés. C'est vraiment un gros nombre. Est-ce que ce serait envisageable de ne publier qu'un seul café? Je veux dire, une version hyper légère de votre projet d'écriture pour voir ce que ça donnerait sans le nombre. Bah ouais, mais c'est quoi, Pérec? Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. C'est le café de Saint-Sulpice, sur 48 heures. Donc là aussi, on tourne dans des fidélités et on tourne dans comment tu transgresses, Pérec. Précisément parce que c'est quoi cette transgression? Eh bien toi, au lieu d'un café, tu le fais sur 400 pages. Et l'écriture manuscrite, il dit vraiment fini, parce que j'ai zappé, je ne sais plus où il en parle. Ah ouais, moi j'ai toujours un carnet, un zapbook. Je ne pourrais pas imaginer m'en séparer. Nettement plus important que le portable. Comment faire? Comment ça se fait-il, si je puis me permettre, que vous n'avez rien dans le style? Est-ce que ça veut dire d'avoir une idée et chercher toujours un support nouveau pour la noter? Est-ce que cette recherche de support transitoire, c'est pas intéressant? Est-ce que finalement je devrais me séparer de mon zapbook et faire comme vous? Alors évidemment, faire comme l'autre. Quelle idiotie, il n'est pas là-dedans. Je ne veux pas te dire, hey, laisse-le, ton carnet, ton cahier. Non, c'est pas ça. Par contre, moi, il y a un truc profond. Je crois que depuis 30 ans que j'ai un ordi, pendant les premières années, j'avais toujours les cahiers à côté. Puis petit à petit, l'ordi a tout avalé et j'ai toujours eu dans l'ordi des trucs transitoires, c'est-à-dire des fichiers où tu accumules des notes ou des projets, etc. Et puis, ça s'est matérialisé par des logiciels qui servent à ça. Par exemple, mon logiciel Ulysse, ou un autre petit outil qui s'appelle Notational Velocity. Allez chercher. Mais Ulysse, pour moi, c'est le carnet de notes par excellence. Les projets, les trucs, les petits machins, etc. Que tu retries, que tu effaces, que tu empiles, tout ça. Donc j'ai, par contre, l'ordinateur, tu n'as pas la matérialité, ni du cahier, ni du papier. Donc tu mentalises, j'aime pas ce mot, mais il y a une représentation mentale qui se fait où il y a beaucoup de mémorisation aussi. Par exemple, je note et je dis ça, quand je reviens, il faut que je le note. Et ou tu es au volant, ou ça,
il faut que j'organise d'en faire trace. Donc la fonction carnet existe toujours, mais je crois que je me suis habitué à stocker aussi mentalement. Si c'est important, ben je m'arrête, j'ouvre l'ordi et je prends Ulysse et je le marque. Ou alors, ouais, je peux griffonner. D'ailleurs, si je cherche ici, mais regardez, je le fais, hop là. Et là, je mets l'autre main. Donc j'ai un carnet, mais bon, je m'en sers pas. Alors, est-ce que ça veut dire que y a une supériorité de l'outil numérique par rapport à ça? Non. Par contre, est-ce que dans ma méthode en ce moment, le fait d'écrire la quête mémorielle et d'écrire les notes dans l'intérieur du fichier, ben, ça fait partie de ma routine pour avancer le livre? Ben, certainement. Alors, non, il ne s'agit pas d'abandonner le travail de carnet. C'est simplement que les formes du carnet, elles aussi, changent. Combien de fois je me suis envoyé des mails à moi-même, ou des tweets à moi-même, ou tout simplement, Twitter, la magie de ça. Moi maintenant, l'autre jour, j'ai même pris distance, du coup je le réutilise différemment, mon Twitter, mais je crois au début, c'est-à-dire, ça fait rien, il n'y a que les potes qui voient. Donc la petite note, le petit truc de lecture, le petit mot, le petit machin, etc., en le publiant sur Twitter, ça me servait de carnet de notes. Bon, tout ça ouvert. Allez, un prochain petit déj.